Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année. Comme je vous l'avais dit précédemment, je vous présente un outil qu'on va beaucoup utiliser l'année prochaine, sur la première partie d'année. Cet outil il s'appelle Géoportail, peut-être que vous avez eu l'occasion déjà d'aller jeter un coup d'œil. C'est un site qui est vraiment formidable, où on trouve tout un tas d'informations sur les territoires. Et ça donne quand même pas mal d'éléments quand on veut faire de l'analyse des territoires. Alors, Géoportail, c'est un site national. C'est pour ça que il porte l'URL géoportail.gouv.fr. Site national et il est produit, enfin il est entretenu par l'IGN, l'Institut de géographie nationale. Donc c'est un site scientifique où vous retrouvez des données diverses et variées, multiples, sur les territoires nationaux. Donc à la fois métropolitains, c'est-à-dire territoire français et corse, mais également sur les dom-toms, puisque vous pouvez aussi aller voir les infos en Guyane, à la Martinique, à la Réunion. Donc c'est vraiment le territoire national au complet. Alors vous ne trouverez pas par contre d'informations sur les pays limitrophes, puisque voilà, l'IGN travaille sur la géographie française. Vous avez par contre des liens que vous pouvez trouver sur le site vers l'équivalent des autres pays, et notamment l'Espagne par exemple. Alors, comment ça se présente ce portail de l'IGN? Donc vous avez en fait, voilà, quand vous rentrez géoportail.gouv.fr, vous trouvez donc sur cette page-là, vous avez au centre une petite loupe, un élément de recherche qui vous permet d'aller chercher une commune, un territoire, une communauté de communes, un département, peu importe, une adresse également, et ou alors une donnée particulière, voilà, par exemple donnée sur l'agriculture, sur le tourisme. Voilà, donc il faut utiliser cette barre de recherche là. Ensuite, si je descends le menu, vous voyez qu'il y a d'autres informations. Donc là, vous avez les dernières mises à jour qui ont été réalisées. Ensuite, vous avez l'abonnement à la newsletter. Vous avez les données qui sont à la une, c'est-à-dire qui sont mises en avant de manière voilà, pas aléatoire, hein, voilà, mais il y a des éléments qui sont mis à la une de temps en temps, voilà, différents, pour montrer que ça existe en fait. Ensuite, vous avez quelque chose d'intéressant. Alors, je vous fais le tutoriel, mais ça n'empêche pas quand même d'aller voir les tutoriels, puisqu'il y en a plusieurs qui sont à disposition sur Géoportail. Ces tutoriels vous expliquent un petit peu comment on fait pour faire des recherches et tout et tout. Ensuite, vous avez évidemment les infos sur ceux qui vont produire les données, donc les partenaires. Évidemment, bon ben, l'IGN en premier lieu, puisque c'est, on va dire, l'institut qui gère Géoportail, mais vous avez encore d'autres éléments, et voilà, si on va regarder tous les producteurs de données, on voit quand même que Géoportail, c'est un site qui a de multiples sources d'informations. Voilà, donc autant vous dire quand même que c'est sérieux. Voilà, voilà. Il y a quand même du beau monde. Alors, je retourne sur la page précédente. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est chercher un territoire. Et puis, on va regarder un petit peu comment on peut utiliser Géoportail. Donc, on va aller à Aix-les-Bains. Oui, pas Montluel, parce que voilà, voir un peu autre chose. Voilà, donc quand on tape Aix-les-Bains, on tombe sur la carte pointée sur le centre d'Aix-les-Bains. Je peux zoomer. Alors si vous avez une souris à molette, vous pouvez le faire avec la molette. Voilà, alors il y a des petits temps de chargement. Ils sont plus ou moins longs, hein. Voilà, moi j'ai pas une connexion internet formidable, comme vous devez vous en douter, donc du coup c'est un petit peu plus long.
Voilà, zoomer, dézoomer. Sinon, si vous n'avez pas de molette, il faut utiliser le petit plus et le petit moins qui sont ici, en haut à gauche. Voilà. Alors, comment ça se présente cette carte? Donc, vous avez une mini-carte qui est ici. Vous avez l'échelle qui vous est présentée ici. Vous avez une petite réglette qui vous montre la distance, toujours en bas à gauche. C'est toujours orienté au nord. Après, bien entendu, ça peut bouger éventuellement, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc on voit que c'est au nord parce qu'il faut que les titres soient à la perpendiculaire avec le haut. Et donc on sait qu'on est au nord. Voilà. Alors. Sur le côté droit, vous avez les couches de cartes. Donc là, j'ai deux couches qui sont présentes. J'ai une carte IGN. Alors, c'est pas la meilleure, vous verrez. Je vous montrerai laquelle on utilisera le plus. Et vous avez également la photographie aérienne, c'est-à-dire la photographie satellite. Alors là, comme vous pouvez le voir, je ne vois que la carte IGN. Je ne vois pas la photographie aérienne. Donc si je veux pouvoir voir la photographie aérienne, il faut que je clique sur la petite roue crantée et je diminue l'opacité de ma carte IGN. Et là, si je mets à 0, je me retrouve avec ma carte aérienne. Voilà. Il y a une précision qui est assez importante, le même type de précision que vous avez sur Google. Quand vous allez sur Google Maps, que vous mettez la photographie aérienne, vous avez le même ordre de précision. Hein, vous voyez, hein, on arrive à voir même les petits bonhommes qui se déplacent, les voitures et tout et tout. Donc voilà, ça donne quand même une précision assez importante. Et donc ce qui est pas mal, par contre, avec celui-là, c'est qu'on peut voilà, avoir une transparence qui est réglée, d'accord, pour pouvoir voir à la fois les deux cartes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la couche IGN pour vous montrer laquelle est plus intéressante. Donc quand on va dans Cartes, en haut là, vous avez ici tous les filtres thématiques que vous pouvez appliquer à votre carte. Alors c'est là où on a vraiment plein de choses intéressantes. Alors, la carte IGN, par exemple, qui est là. Donc si je veux l'enlever, je reclique dessus. Le cadastre, alors vous connaissez le cadastre, hein, c'est un document qui permet qui met en place les limites parcellaires sur le territoire. Voilà. Et quand on achète par exemple une maison, on achète une parcelle avec une maison dessus. Et donc voilà, on modifie le cadastre pour dire que c'est vous qui êtes le propriétaire. Donc des fonds de cartes, évidemment, il y en a tout plein. Nous, ce qu'on va utiliser le plus, hein, c'est la carte IGN classique. Je pense que vous l'avez déjà vu pour ceux qui randonnent un petit peu. Hein, c'est la carte, sur les cartes IGN, on a des cartes au 1/8 millième ou 1/16 millième. Donc là, on se retrouve avec la carte IGN. Alors, je dézoome, évidemment, je suis à une échelle plus large. Hein, mais voilà. Et du coup, cette carte IGN-là, c'est celle qu'on utilisera le plus pour étudier les territoires. Et on sera plutôt, voilà, alors sur l'échelle, je peux faire la modif directement ici. Hein, donc, vous pourrez faire aussi. Vous tapez 16 000. Et là, vous vous retrouvez avec une carte au 1/16 millième. Alors, sur cette carte IGN, il y a plein de choses, plein d'éléments. Donc, pour qu'on voit bien, je vais fermer tous ces éléments, enfin, toutes les fenêtres de part et d'autre. Alors, les petits éléments qui vous sont présentés, évidemment, pour les lire, il faut connaître un petit peu la légende de la carte IGN. Alors, comment je fais quand je ne la connais pas, la légende, hein, voilà, par exemple, là, les petits tirets comme ça,
Ben, je sais pas ce que c'est. Il y a des tirets noirs, il y a des petits tirets bleus. Alors bleu, je me dis c'est de l'eau. Voilà, parce que ben, je sais que on utilise sur les cartes le bleu pour dessiner la mer, hein, ou les étangs. Donc je me dis c'est de l'eau. Il y a du vert, donc je me dis ben c'est de la forêt. Il y a du blanc, donc je me dis ben c'est des prés ou c'est des zones qui ne sont pas en forêt. Comment je fais pour être plus précis? Alors, pour être plus précis, il faut aller chercher donc sur la fenêtre de droite la petite roue crantée du filtre que vous avez face à vous, dont vous voulez connaître la légende. Et là, vous allez chercher le i de information. Et là, vous avez affiché la légende. Et donc, vous avez ici la légende de la carte IGN qui vous est présentée. Alors, il n'y a pas forcément tous les éléments, mais il y en a quand même une bonne partie, ce qui donne quand même une bonne information. Voilà. Donc, je sais par exemple que les éléments qui sont en violet sont des éléments liés au tourisme. Voilà, par exemple, ici, il y a un i, le petit i de information. Peut-être l'avez-vous déjà vu sur les offices de tourisme, hein, puisque c'est le logo utilisé par les offices de tourisme. Donc ça veut dire qu'à Aix-les-Bains, j'ai un office de tourisme. Également, donc il y a des éléments qui sont présents, voilà, donc tac tac tac. Il y a ici là, si on regarde bien, 29,6 en dessous du nom de la ville. Si je prends Mouxy, j'ai 2,2. Alors là, il est marqué au-dessus de la ville. Donc tout ça, c'est le nombre d'habitants de la commune. Voilà, vous voulez connaître le nombre d'habitants à Puny-Châtenois, bah vous regardez autour du nom, vous avez 1,0, ça veut dire 1000 habitants. C'est en milliers. Alors par contre, il y a d'autres noms, hein, les Vagères par exemple, j'ai pas un chiffre à côté. Donc c'est que pour les communes où il y a le nombre d'habitants qui est indiqué. Voilà. Trévignin, 800 habitants, etc., etc. Ensuite également, vous avez les courbes ici. Plein de petites courbes marron. Voilà, ces courbes, ce sont les courbes d'altitude. C'est le relief en fait qui est marqué ici. Plus les courbes sont serrées, plus la pente est raide. Plus elles sont espacées, plus la pente est douce. D'accord ? Vous avez une indication sur l'altitude. Par exemple, ici, là, au-dessus de la pointe de l'Aigle, j'ai 1165 avec un petit point noir ici. Ça indique l'altitude. J'ai 1165 mètres sur ce point. Quand je regarde mes courbes, je descends ici, tac, j'ai 1150 qui est inscrit sur la courbe. Ça veut dire que ici, de ce côté-là, je suis plus haut que de ce côté-là. Donc, j'ai l'orientation de la pente. La pente est orientée côté nord-nord-ouest. Voilà. OK ? Vous avez aussi des effets d'ombre. Voilà, des petits ombrages ici qui sont présents pour marquer aussi le relief. D'accord ? Voilà, parce que si on a une carte qui est avec la même couleur, c'est un peu plat et on a un peu du mal à se le représenter. J'ai des zones ici avec des petits traits noirs, tac, 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 tac. Ça, c'est de la falaise. Voilà, c'est-à-dire que c'est une zone abrupte, ça descend raide à la verticale. Voilà, après, bon, bah, j'ai des indications sur la forêt, sur tout ça. Donc, on aura l'occasion quand même de travailler dessus et puis d'essayer de décortiquer à la fois bon, ben, ce qui est indiqué sur les cartes et également les noms, puisque quand on analyse les cartes aussi, on peut analyser l'histoire des territoires et vous avez des bonnes indications sur la toponymie. Voilà, les indications sur les noms de lieux. En fait, tous les noms de lieux qu'on a
sur les territoires, ils ne sont pas ça n'est pas le fruit du hasard. Okay, il y a des choses qui sont des éléments liés au relief, liés à la constitution des sols, liés à l'histoire locale, médiévale, moderne. Et on a utilisé des noms particuliers pour qualifier certains territoires. Si je prends par exemple ici la Ravine, hein, c'est un nom quand même qui est assez transparent dans sa signification. Ravine vient de ravin, donc c'est un petit ravin. Un ravin, vous voyez ce que c'est, j'espère. Hein. Un ravin, c'est une zone où vous avez une espèce de fosse et ça descend de manière abrupte. Donc tous les noms sont particuliers et donc évidemment ils sont liés au contexte local. Si par exemple je vais en Alsace, et ben là, je vais avoir des noms qui vont être particuliers par rapport à la langue. Hein. Alors moi, je parle pas l'alsacien, mais on va les voir quand même, hein, parce que c'est intéressant. Strasbourg. Voilà, j'ai oublié là. Strasbourg. Et donc là, j'ai la langue alsacienne qui est très prégnante sur le territoire, avec des noms très particuliers. Dont la signification, évidemment, elle est présente. Hein. Mais bon, voilà, pour nous, c'est peut-être un peu plus compliqué puisque on ne parle pas vraiment ce patois. Hop, donc je vais mettre sur du 1/16 millième. Alors c'est long des fois. Ça vient de ma connexion. Normalement c'est beaucoup plus rapide évidemment. On va se la refaire. Voilà. Hop, donc je remets un 16 millième. Voilà. Donc là, pareil, il y a des noms de lieux. Et je pense que si vous n'êtes pas strasbourgeois, alsacien, c'est assez compliqué quand même à lire. Alors par contre, il y a des éléments, voilà, l'ancien moulin par exemple. Là, pas de problème pour le lire. Mais globalement, voilà, c'est des noms alsaciens, donc pas forcément simple. Alors ça sera pareil en Bretagne, ça sera pareil également dans le Pays Basque, où vous allez avoir des noms un petit peu particuliers. Voilà. Donc on va retourner autour d'Aix-les-Bains. Oh tiens, il y a Aix-en-Provence. Allez, changeons un peu. Aix aussi, ça veut dire... ça a une signification. Aix, ce sont les sources d'eau. Eau thermale, utilisée à l'époque gallo-romaine par les Romains. C'est pour ça, là, terme romain, pardon. Hop, on se remet au... Ouais. Alors, voilà pour la partie cartésienne. Alors après, ça, c'est un filtre. Un premier filtre qui est intéressant pour étudier la composition des territoires et notamment ce qu'on fera nous, c'est on apprendra à définir des terroirs. Voilà, puisque dans les espaces, vous avez des terroirs qui sont présents et vous allez voir que en fait, les communes, par exemple, elles n'ont pas été constituées au hasard. Hein. On a essayé de se partager des potentialités sur le territoire.
hein, de la forêt, avoir la possibilité aussi de faire des cultures, avoir des sources d'eau. Et donc, rien n'est le fruit du hasard. Alors, on continue sur les filtres, parce que je vais vous montrer encore des tas de trucs. Alors, bon, les fonds de cartes qui sont là, voilà, ça permet d'avoir des cartes, les cartes principales. Alors moi, j'ai des cartes qui m'intéressent particulièrement, c'est les cartes qui vont être liées à l'histoire. Donc par exemple, la carte de 1950 ici, elle m'intéresse. La carte de Cassini, elle m'intéresse. Vous avez également les cartes d'état-major, 1820-1866. Voilà, toutes ces cartes historiques. Si vous avez regardé un petit peu le cours, vous avez des infos sur ces cartes. Euh, c'est des cartes qui sont vraiment très très intéressantes puisque il a fallu quand même attendre assez longtemps pour que des scientifiques se mettent à produire des cartes alors que enfin voilà, la guerre c'est quelque chose qu'on a l'habitude de réaliser, on va dire, dans les périodes historiques, hein. Et évidemment, le but, c'était de conquérir des territoires au départ, hein, voilà. Et on faisait des cartes, mais pas de manière scientifique, pas de manière claire. Et donc, à partir du moment où on a commencé à produire des cartes, donc avec Cassini, et surtout avec la carte d'état-major, qui là est bien plus claire et bien plus, on va dire, respectueuse de tout ce qui va être proportion et distance. Là, on va avoir quand même des éléments, des outils qui vont être très intéressants pour d'abord les gouvernants, évidemment, pour savoir un petit peu comment est organisé le territoire, mais un petit peu plus tard aussi pour les scientifiques, voilà, pour analyser la composition des territoires. Et donc, alors si je prends la carte de Cassini, par exemple, hein, voilà. La carte de Cassini, bon, c'est un ensemble de plusieurs centaines de cartes, hein, qui ont été produites à la main par des géographes avec les moyens de l'époque. Mais ça permettait déjà au roi d'avoir les principaux axes de communication par lesquels il pouvait se déplacer, et puis aussi des éléments liés à l'économie, hein. Par exemple, étaient indiqués les auberges, les postes. Ici, là, je vois, tiens, par exemple, le logis. Eh ben, le logis, c'est un endroit où on retrouve une caserne militaire, où on sait que là, il y aura des hommes qui sont là pour faire régner l'ordre. On retrouve aussi les manufactures, hein, par exemple les tuileries qui fabriquent les tuiles. On retrouve également tout ce qui... Alors les postes, c'est pour les chevaux, les tours, tours de protection. On voit aussi les éléments, alors les remparts, hein, autour de Aix-en-Provence, par exemple ici, vous voyez qu'il y a des remparts qui sont présents. Donc les éléments qui vont protéger la ville. Voilà, toutes ces choses-là, les fermes aussi, voilà, pour aller chercher la nourriture si jamais on est en guerre et qu'on a besoin de se nourrir. Et donc tout ça, voilà, ce sont des éléments qui sont présents sur ces cartes-là. Les forêts aussi, domaniales, les forêts du roi, voilà, des tas d'éléments, un petit peu le relief, mais vous voyez que c'est un peu fantaisiste, hein, quand même. On a des creux, des bosses, on a les lits de rivière aussi, les lits de fleuve, mais voilà, c'est pas très précis. Les grandes villes sont représentées. Par contre, l'intérieur, vous voyez ici, c'est en rouge, donc il n'y a pas les rues. Certaines villes ont des rues, par contre. Et puis, les villages, vous voyez, hein, la taille des villages n'est pas vraiment indiquée, puisque, en fait, sur les villages, on retrouve donc les petites maisons et puis le clocher. Voilà, le clocher, c'est le symbole de la ville. Donc, enfin, du village, pardon. Donc, du coup, on sait qu'ici, il y a un village parce qu'il y a un clocher. Voilà, donc je vous laisserai explorer cette carte Cassini. Après, bon, on est passé du coup à la carte d'état-major. Voilà, période napoléonienne, hein, Napoléon qui aimait faire la guerre. Donc là, on est dans des éléments plus précis, même s'il y a quand même encore des choses sur relief qui sont pas top top. Voilà, parce que le relief, vous voyez, il est représenté de cette manière-là, hein, d'accord?
Alors on voit ici, hein, avec un système aussi d'accentuation en fait des traits, que la pente est plus raide, mais on ne voit pas de combien elle descend, quelle est l'altitude. Voilà. Là par contre, vous voyez, Aix-les-Bains est bien représenté avec les rues. Et là, il n'y a plus de remparts autour d'Aix-les-Bains. Par contre, évidemment, sur la carte d'état-major, vous avez les remparts qui sont représentés dans les villes où il y en a. Par exemple, si je vais à Saint-Malo, ah, ça y est. Évidemment, je n'enlève pas la majuscule. Santé, Saint-Malo, hop. Saint-Malo dans l'Ille-et-Vilaine. Voilà. Magnifique ville fortifiée qui est au bord de la Manche. Voilà. Et donc là, autour de Saint-Malo, vous voyez, les remparts sont positionnés. Voilà. Donc cette carte-là, évidemment, est une carte pour faire la guerre. Voilà. Elle est beaucoup plus précise que l'autre en termes de comment dire, positionnement des éléments, des côtes et tout et tout. Donc on peut s'amuser aussi, voilà, c'est ça qui est bien quand on fait de la comparaison, hein, c'est on peut s'amuser à enlever les filtres, vous voyez. Et donc là, si je regarde la côte, hein, elle est très bien représentée. Voilà. Et donc là, on est vraiment quelque chose qui est extrêmement précis, avec quand même des outils à l'époque, hein, au 19e siècle, qui sont beaucoup moins perfectionnés qu'aujourd'hui, hein. Alors il y a des ballons pour faire des photographies aériennes, des choses comme ça, enfin des photographies. Pas au début de la période quand même, hein, plutôt vers le début du 20e, hein. Mais on a, comment vous dire, on a quand même la possibilité, voilà, les géographes ont la possibilité de monter dans des ballons et de faire des mesures, des choses comme ça, même si c'est pas bien évident. On fait tout au sol, et vous voyez que voilà, cette technique utilisée pour définir les ensembles, les espaces géographiques est extrêmement précis. Voilà, donc ça c'est la carte donc d'état-major. Carte extrêmement intéressante. Voilà. Après, bon voilà, les cartes. Alors pourquoi est-ce que les cartes de 1950 sont aussi intéressantes? Parce que là, je vais pouvoir comparer en fait l'évolution des villes par rapport à aujourd'hui. Donc si je prends par exemple, hop, cette région-là, on va aller à Dinard, tiens. Voilà, donc ça c'est la carte IGN, une des premières cartes IGN qui a été produite en France, 1950. Donc si je regarde un petit peu l'évolution, hein, d'accord, du bâti par exemple, hein, on peut voir en fait dans quelle direction se fait l'extension. Alors forcément, sur une ville côtière, l'extension elle va pas se faire sur la mer, mais par contre elle va se faire à l'intérieur des terres. Et donc là, il y a des régions, il y a des secteurs, comme par exemple ici, là, qui sont voilà, peu pourvus en bâtiments. Les bâtiments, ça va être les petits rectangles noirs. Et quand je vais regarder avec l'autre carte, et ben là, du coup, je vois que j'ai des secteurs pavillonnaires qui se développent. Voilà, donc là, on va aller par exemple à Vaux-en-Velin. Donc une ville de la banlieue lyonnaise. Voilà Vaux-en-Velin aujourd'hui. Vaux-en-Velin en 1950. D'accord? Donc ça, vraiment,
Ces cartes-là, elles permettent d'analyser l'évolution des territoires. Une commune qui, en 1950, était voilà, un petit village, hein, d'accord? Vaux-en-Velin, c'était un petit village de quelques centaines d'habitants. Aujourd'hui, c'est devenu une ville de 43 000 habitants. Et on peut identifier l'ancien bourg également. Voir que les rues ont été conservées ici, d'accord? Aujourd'hui, elles sont toujours présentes, d'accord? Donc on a gardé quand même l'ancienne trace du village. On a l'église là qui est identifiée. Est-ce qu'elle est toujours là? Il y a un cimetière et, je zoome un petit peu, il y a un cimetière, l'église doit être là. Voilà. Donc il y a les éléments qui sont présents, d'accord? Mais voilà, ça permet de voir un petit peu comment a évolué le territoire, quoi. Voilà. Ça c'est le cimetière qui est positionné, l'église doit être là. Voilà. Donc c'est aussi extrêmement intéressant. Alors j'ai pas regardé, mais est-ce qu'il y a voilà la légende? Il y a la légende de cette carte de 1950. Donc ça, voilà, fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on a quand même un état assez intéressant du territoire et des communes à cette époque-là. Donc ça sera un élément aussi important pour comparer un petit peu l'évolution des territoires. Cette carte de 1950. Voilà. Alors, je crois qu'il doit y avoir aussi d'autres cartes historiques. Donc là, par contre, il va falloir aller chercher dans les données thématiques. Et alors, j'ai pas regardé avant. Des fois, ça change un petit peu l'organisation. Voilà, c'est bon. Culture et patrimoine. Donc là, vous avez les cartes historiques qui sont présentes. Donc les monuments, les musées, carte de 50, carte de alors, photographie aérienne de 1950-1965. Voilà, donc en termes d'historique, hein, on a cet élément-là qui est intéressant. Vous avez aussi la carte topographique. Alors c'est Paris et ses environs. Donc évidemment, si je mets ça, je ne devrais pas avoir grand-chose dans le secteur. Voilà, j'ai rien en fait. C'est normal. Normal puisque ça concerne que Paris. Donc si je vais sur Paris, j'ai les éléments par rapport à ça. Voilà. Mais déjà, avoir la carte de 1950 et la comparer avec aujourd'hui, voilà, c'est vraiment quelque chose qui sera assez important pour voir un petit peu la dynamique des territoires. Alors pareil, hein, pour étudier les parties qui sont un peu plus liées à l'économie, donc on retrouve aussi des données liées à l'économie, hein, économie et statistique, démographie, logement, niveau de vie. Alors je passe hein, parce qu'on va pas tous taper quand même, hein. Vous avez aussi agriculture, très intéressant. Par exemple le registre parcellaire en 2018. Donc en fait ça permet de savoir qu'est-ce qu'on produisait sur les parcelles en termes de culture. Donc voilà, autour de Vaux-en-Velin, bah, il y a des champs aussi, hein. Il faut ensuite prendre la légende et on peut identifier les productions. Donc par exemple, je sais que sur cette parcelle autour de l'élément qui s'appelle le machet, j'ai ici culture de maïs, grains et ensilage. Ici, là, en rose, j'ai légumes ou fleurs. Donc autour de Vaux-en-Velin, il y a pas mal de cultures maraîchères, par exemple. Donc ici, ben, c'est bien identifié. D'accord? Pareil, parcellaire AOC viticole. Si vous êtes dans une région viticole, vous pouvez également avoir les infos. Alors je vais quand même effacer 2-3 trucs, sinon ça va vite être le bazar.
Je vais aller dans un coin où il y a de la vigne. Voilà, et là vous avez les AOC en vin. Alors qu'est-ce que ça me dit? Voilà, donc là on est dans un AOC, Bourgogne, Beaujolais, Savoie, Jura. Appellation d'origine contrôlée. Voilà. Hop, je retourne ici, je vais enlever ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cadastre, bon, ok. Culture, patrimoine. Donc les zones... ah oui, ça c'est les cartes historiques, donc ça on a déjà vu. Développement durable et énergie, occupation du sol, risque, mer littorale, forêt, énergie, espace protégé. Donc par exemple si je vais dans forêt, et je vais chercher la carte forestière. Hop, carte forestière V2. Et donc là, sur les zones qui sont en vert, je sais quel type d'essence est présent de manière majoritaire sur les zones. Voilà, alors, c'est-à-dire quel type d'arbre, hein. Donc si je prends par exemple ici, là, j'ai forêt fermée à mélange de conifères prépondérants et feuillus. Donc forêt mélangée, c'est-à-dire qu'il y a des conifères et des feuillus à la fois, donc des sapins et puis des arbres qui perdent leurs feuilles. Et fermée, c'est-à-dire qu'elle est peu accessible. Difficilement accessible. Voilà. Donc ça, c'était pour les éléments liés à la forêt. Voilà, les espaces protégés aussi, etc., etc. Donc il y a plein de trucs. Voilà, éducation, recherche, santé et sociale. Voilà, donc où sont les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements thermaux. Donc voilà, ça peut être intéressant par exemple si vous étudiez à la concurrence. Vous travaillez dans un EHPAD, vous voulez voir où est située la concurrence, vous pouvez aller voir là-dessus. Tourisme et loisirs, équipement public, pouvoir public, zone de gestion, loisirs, alors par exemple loisirs, zone restriction pour les drones de loisirs, bah tiens, c'est drôle ça. Tourisme, ok, les parcs, les campings, les points infotourisme, équipement public, services postaux, pouvoir public. Bon bah ah oui tiens, ça c'est pas mal ça, les limites administratives. Donc ça vous délimite les communes, les communautés de communes, les départements, les régions, etc. etc. Voilà. Donc des cartes qui sont pas mal. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses, pas mal d'éléments à mettre. Il n'y a pas tout, mais il y a quand même pas mal de choses. Il y a là-dedans, description du territoire. Hop, qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? Le réseau hydrographique. Qu'est-ce que ça fait ça? Voilà, moi j'utilise pas tout, hein, donc pareil, pareil que vous, des fois je fais un peu des tests. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air de faire grand-chose, hein. Ok. Voilà, donc ces cartes-là, on aura l'occasion de pas mal travailler dessus. Voilà, j'espère que voilà, ça vous aura intéressé, puis que vous aurez l'idée d'aller voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ça marche, d'aller voir pour votre commune, peut-être d'aller repérer votre lieu d'habitation, voilà, voir où est-ce que vous habitez, voir un petit peu comment votre territoire est constitué. Donc à la rentrée, on utilisera un modèle d'analyse hein, sur lequel on travaillera pour étudier ces territoires, faire de l'analyse de paysage. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne continuation, dernier cours. Donc c'est fini, on se retrouve fin août. D'ici là, passez d'excellentes vacances et puis pour ceux qui travaillent, travaillez bien. Au revoir.